une conférence sur une application de pièces usinées réalisée avec donc un de nos clients, Eiger. Voilà, donc je suis Margot Coudin, référente, data à l'agence, donc grenobloise d'Exakis Nélite. Ça fait maintenant 2 ans que je suis en poste et que je travaille avec, divers clients, issus notamment du milieu industriel, sur des cas d'usage, liés à la data. Donc ça passe par, l'implémentation des plateformes de données, ça passe par des sujets d'intelligence artificielle. On travaille aussi sur de l'IoT Edge pour connecter des machines et recevoir de la donnée. Voilà, donc un panel d'actions dans le milieu industriel et de la donnée assez large. OK, donc sur l'agenda du jour, donc je vais revenir sur le contexte de ce projet d'application de pièces usinées, et ensuite je vous expliquerai un petit peu plus précisément la démarche qu'on a eue pour mettre en place, ce projet de bout en bout. Ce projet il a été possible, grâce à l'utilisation des services cognitifs sur Azure et bien sûr, de Power Apps. Donc sur le contexte, on était 2 personnes, hein, sur ce projet, Rémi Kercourt, et moi-même, Margot Coudin. Nous sommes tous les 2 consultants, data et business intelligence, donc à l'agence de Grenoble. Donc Rémi qui est, donc plus orienté, data science, et aussi consultant, sur la Power Platform. Voilà, donc une petite équipe pour, un beau projet avec notre client qui est Eiger, Eiger Group. Je ne sais pas si donc des personnes les connaissent dans l'assemblée, mais donc c'est une entreprise qui a pour, principal objectif et qui travaille dans l'activité du domaine électrique, qui fait par exemple des appareils de télésurveillance, qui fait donc des détecteurs de fumée, des choses comme ça. Voilà, donc toute la domotique, que ce soit pour le B2C ou le B2B. On est sur une entreprise qui est basée un petit peu partout dans le monde et qui donc travaille sur la réalisation de ce type de pièces pour de nombreuses marques comme les thèmes Diagral, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est donc une entreprise à l'instar de Schneider ou de Legrand. Voilà, le projet, maintenant on y vient. Qu'est-ce que c'est? Donc, plus concrètement, à Eiger, on a des centaines de pièces qui, chaque jour, sont issues, des lignes de production des usines Eiger. C'est, pour, notre cas d'usage, des toutes petites pièces, qui font pas plus de 1 centimètre, 2 centimètres, 3 centimètres peut-être pour les plus grosses. Et on a, plus de 5 000 types de ces pièces différentes. Donc il faut imaginer une ligne de production qui sort, à la seconde, ces pièces-là, en temps réel et donc qui va venir classer, ces pièces-là, enfin qui va venir orienter ces pièces-là dans les bons bacs de rangement. Sauf qu'il s'avère qu'à certains moments, des pièces, se perdent dans le process ou, finalement ne sont plus ne peuvent plus être rangées au bon endroit. Sauf que malheureusement aucune référence est écrite sur ces pièces-là et donc il est possible pour l'opérateur de les ranger, mais après bon nombre de recherches. Donc, le client nous a sollicité pour qu'on l'aide à trouver un moyen, facile et en utilisant, l'industrie 4.0 pour, reconnaître, finalement de quelle pièce il s'agit, de quelle référence il s'agit pour que ça facilite le quotidien des opérateurs lorsque ces pièces sont perdues, pour les ranger finalement, dans les bons bacs. Donc ça, c'est vraiment sur le contexte global. Donc comme vous pouvez le voir juste là à droite, on a des petits exemples de pièces, donc des photos de pièces qu'on a prises. Et nous, donc ce qu'on a décidé de mettre en place, et c'est ce sur quoi on va revenir dans la suite de la présentation, c'est donc, d'utiliser les services cognitifs pour l'entraînement d'un à plusieurs modèles permettant de reconnaître une référence de pièce. Les services cognitifs, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est donc une ressource Azure, qui a des modèles pré-entraînés pour faire par exemple de la détection d'images, de la détection de références sur image ou de la détection de caractères, sur des images. On a aussi utilisé la puissance de stockage sur Azure, parce que donc tout est stocké sur le cloud, les images, les modèles, vraiment tout est stocké sur Azure. Et bien sûr, pour finir, Power Apps, qui est donc l'interface de nos opérateurs, leur permettant, dans un premier temps, de prendre en photo les pièces qui permettront d'enrichir le modèle
et dans un second temps, d'utiliser cette application pour une fois que la pièce est perdue, prendre cette photo de la pièce et l'envoyer au service donc cognitif qui lui renvoie la bonne référence de pièce. Donc on a vraiment des choses qui se passent sur le cloud totalement masquées par l'utilisateur et comment on démasque le travail, c'est grâce à nos Power Apps. Voilà. Si on rentre un petit peu dans le vif, donc du sujet de ces 2 applications, on a donc, dans un premier temps, enfin dans un second temps, excusez-moi, c'est pas le bon ordre, mais c'est pas grave, l'application de reconnaissance. L'application de reconnaissance, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle utilise donc dans un premier temps Power Apps avec, le module d'appareil photo qui permet à l'utilisateur donc de prendre des photos. Ensuite, cette photo, une fois qu'elle a été prise par l'utilisateur, qu'il a saisi des informations de référence et cetera, est envoyée à travers le biais d'une Azure Function. C'est donc une fonction qui exécute du code sur le cloud. On envoie donc la photo plus ses informations d'identification. On stocke dans un premier temps cette photo sur un compte de stockage pour historiser. Et ensuite, après qu'elle ait été déposée sur le compte de stockage, elle est envoyée, toujours par le biais de cette Azure Function, au service cognitif. Le service cognitif donc, reçoit l'image, teste l'image à travers son modèle et renvoie, par le biais d'une seconde Azure Function, le résultat à la Power Apps. Donc ça, c'est vraiment le chaînage global et donc les ressources qu'on a utilisées donc ici sur Azure et donc Power Apps pour réaliser notre connaissance. Techniquement, on reviendra, je vous présenterai bien sûr plus en détail ce qu'on a mis en place pour que ça fonctionne correctement. Donc voilà, globalement, ce que c'est que notre application de reconnaissance. Et ensuite, on a donc l'application d'entraînement. Donc l'application d'entraînement, celle-ci, c'est vraiment, pour le confort des administrateurs, des opérateurs, parce que donc comme on a, à peu près, 5 000 types de pièces différents, vous imaginez bien que c'est pas qu'une seule personne qui s'est amusée à prendre les photos, pour l'entraînement des modèles. Donc on a donné, en fait, aux opérateurs cette application pour qu'ils puissent chacun, prendre, une dizaine ou une quinzaine de types de pièces, pour entraîner nos modèles. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Toujours notre Power Apps avec notre appareil photo, sauf que cette fois-ci, la photo est envoyée à travers l'Azure Function sur le compte de stockage et sur le service cognitif, mais ici dans un but d'entraînement de modèle. Donc c'est vraiment juste on envoie la photo au service cognitif. Puis ensuite, l'administrateur, lui, sera à même de regarder, ah bah voilà, j'ai ces nouvelles photos qui viennent d'arriver, je les mets dans le modèle, j'entraîne mon modèle, etc. Donc on a vraiment 2 visions, 2 applications distinctes. Celle-ci est plus confort, tandis que l'application qu'on avait avant, c'est vraiment celle qui est utilisée en production pour la reconnaissance de pièces. Voilà donc pour, le contexte général. Donc si on rentre un petit peu, dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un service cognitif? Qu'est-ce que c'est que les services cognitifs? Moi, je vais me parler, uniquement ici de Custom Vision qui permet de faire de la classification d'images. OK? Je vais donc vous faire une démonstration en réel. Tac. Vous voyez toujours mon écran? Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu un temps de latence. Tac, si je crois qu'il y a un temps de latence. Voilà. Super, c'est bon? OK, donc là, on est sur l'interface de, Custom Vision. Donc à cet endroit-là, donc on est sur la ressource Azure dont je vous parlais tout à l'heure, qui va nous permettre de créer des modèles pour faire de la reconnaissance d'images. Donc ici, on va retrouver finalement, tous les modèles que moi j'ai créés pour divers projets ou alors, pour justement le projet, sur lequel, je vous parle. Donc typiquement, si on rentre dans un des modèles, que le modèle qu'on appelle TAS, juste ici. Hop, ça charge, ah zut. Bien sûr, il faut que je me reconnecte. J'arrive donc sur mon modèle tasse et là je retrouve, attention, toute la vaisselle, donc de chez moi avec toutes les tasses. C'est-à-dire que j'ai créé un modèle qui va me permettre de reconnaître, une tasse parmi, les autres. OK? Donc à cet endroit-là, j'ai donc mon modèle, j'ai à peu près, 5 à 10 photos, par tasse différentes et pour chaque tasse, que j'aurai uploadée, donc là je peux venir ajouter dans mon modèle, des images, hein, par exemple, ici, je peux venir sur, mon image, je peux venir ajouter une nouvelle image qui s'appelle Resper. J'ouvre
Et donc j'ai mon image qui est upload. J'ajoute un tag, typiquement de quel tag, de quelle image il s'agit. Ici, bah, mon image, par exemple, ce serait une référence qui serait 8001 et donc j'upload cette image. On attend un petit peu qu'elle s'upload. Voilà, et donc là, elle a été rattachée à donc ma classe d'images qui est 80001. C'est-à-dire que ma référence de pièce ici serait le 80001. Voilà, sauf que c'est pas une tasse évidemment et c'est pas la bonne classe. C'était juste pour vous montrer l'ajout d'images. Comme ça se fait simplement, je sélectionne, je supprime. Voilà, donc ce qu'il faut retenir concrètement, hop, c'est qu'ici, j'ai toutes les images de mon modèle et pour chaque type d'image, je vais devoir ajouter un tag qui va définir cette image, de quelle référence il s'agit. Donc, j'ai des références pour toutes mes images. Voilà, et puis là, donc j'ai bien sûr 1, 2, 3, j'ai vraiment toutes les images de mon jeu de données. Qui sont tagués avec ici, bah, typiquement le nombre d'images que j'ai par référence, et donc ça va être la base d'apprentissage de mon modèle. C'est-à-dire que donc je lui ai bien expliqué que je veux qu'il apprenne, que cette tasse-là a ce nom-là, cette tasse-là a ce nom-là et pour ça je lui donne 10 photos de tasses avec 10 tags de la même référence pour chaque, tasse différente. Une fois que j'ai fait, donc tout mon étiquetage, que j'ai bien, toutes les photos, dans mon modèle, je peux passer sur la partie, donc entraînement de mon modèle. Donc j'ai le choix entre faire un quick test ou un vrai, pas un quick test pardon, je dois faire un entraînement et dans mon entraînement, je choisis soit le quick training ou alors le advanced training. Dans notre cas, étant donné que c'est sur des tasses et qu'on n'a pas beaucoup, d'images différentes, on peut utiliser, le quick training. Il y a aucun problème, c'est juste qu'il va, prendre environ 10 minutes pour apprendre donc toutes ces tasses qu'il y a dans ce modèle de données. Si on passe sur un advanced training, c'est sur des scénarios d'usage qui sont plus massifs avec beaucoup plus de pièces, notamment ce qu'on a utilisé nous dans le cadre des spare parts, dans les reconnaissances de pièces usinées, où on peut, bah, vraiment, choisir une durée d'entraînement du modèle qui va être beaucoup plus longue, 2, 3, 10 heures pour que vraiment tout le réseau de neurones donc soit entraîné de la meilleure des façons. Dans notre cas, donc ici, on utilise le Quick Training. Une fois qu'on a fait le training, je ne vais pas le faire parce que c'est un petit peu coûteux, donc ce ne sera pas forcément pertinent sur mes tasses. Mais une fois que j'ai donc fait mon entraînement, je vais me retrouver ici avec le dernier entraînement que j'ai fait du jour, avec toutes les performances par tag. Donc ici, ce qu'il faut voir là, c'est il nous alerte comme quoi il faut qu'on ait au moins plus de 7 photos. Et donc là, celui-ci par exemple n'est pas bon. Voilà. Ensuite, donc on retrouve tous nos tags et sur notre entraînement, toutes les précisions, toutes les performances pour lui, à quel niveau il se situe pour lui, donc les taux de meilleure prédiction. Donc là, on arrive pour la plupart des pièces à 100 On a certaines pièces qui peut-être ont des défauts et ça je reviendrai, tout à l'heure pour vous expliquer exactement, qui n'ont pas eu, elles, pour le coup, des taux de bonne reconnaissance. Donc le modèle concrètement ne va pas se porter garant des reconnaissances qui seront faites sur ces références de pièces-là. Donc voilà, une fois que j'ai entraîné mon modèle, donc ça me crée une itération et donc une fois que mon itération est prête, je la publie. C'est celle qui est en cours ici et donc je la publie. Voilà, hop, concrètement, ce que c'est les services cognitifs, donc c'est comme vous pouvez le voir, totalement low code, même no code, parce qu'on vient ajouter nous-mêmes nos photos, on vient créer notre modèle, on utilise le modèle qui est déjà préconçu de classification d'images de Microsoft, et donc derrière, bah, on n'a vraiment aucun développement de data science à réaliser. Voilà pour la partie donc custom vision. Si je reviens à ma petite présentation, voilà. On a quand même, tenté de respecter une certaine approche progressive pour notre modèle de données. C'est-à-dire qu'on n'a pas envoyé d'un coup toutes nos images de pièces avec tous les tags, à notre modèle. On a testé, on a testé vraiment petit à petit. Donc on a commencé au début, bah, juste pour se rendre compte de si ça allait bien fonctionner ou pas sur, 2 à 3, références de pièces. Donc on avait vraiment 3 pièces seulement avec par contre, bah, beaucoup d'images, beaucoup par exemple, on a testé presque plus de 5000 images des fois par référence, donc on a fait vraiment des tests très exhaustifs au début pour, seulement 3 pièces.
Ensuite, on a pris nos données, on a pris les 100 classes, on a mis donc ça revenait à peu près à 5000 images. On a eu de très bonnes performances, donc on a voulu challenger un petit peu le modèle. Donc pour challenger le modèle, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord réduit le nombre d'images, c'est-à-dire qu'on a baissé drastiquement, le nombre d'images qui étaient disponibles, à l'entraînement pour le service cognitif. Donc là, on est descendu, je ne sais plus combien ça fait, 1200 divisé par 100, mais on est descendu donc à un certain niveau donc d'images. Les performances étaient toujours aussi bonnes. On a donc décidé de challenger à nouveau en ajoutant vraiment, du bruit à notre modèle. Donc le bruit, qu'est-ce que c'est? C'est sur l'image, donc la photo qui serait prise et qui serait envoyée au service cognitif de reconnaissance, d'ajouter des choses qui perturberaient, la reconnaissance. Donc typiquement, des fois, on a pris des photos, sur des fonds noirs, avec un zoom vraiment minimaliste ou alors on a flouté l'image. Là, clairement, on a eu, des performances qui ont pour le coup drastiquement baissé. Le nombre d'images n'a pas forcément eu un impact, mais l'ajout du bruit a lui par contre vraiment eu un impact et le pire a été quand on a ajouté de l'ombre, à nos pièces. C'est-à-dire que si vous allez le voir dans les photos juste après, là le modèle vraiment vraiment été perturbé pour la reconnaissance. Voilà. Donc pour nous, ce qu'on a retenu, vraiment de ce projet sur la partie service cognitif, c'est qu'il fallait entre 8 à 12 images donc, par classe, qu'il fallait avoir le fond le plus blanc possible et avoir un niveau de zoom assez proche, de la pièce. Donc typiquement, on se rend compte, quand je vous parlais des jeux d'ombre, c'est celui-ci. Le service cognitif a eu du mal à reconnaître ces pièces, quand c'était donc, avec ce type d'ombre-là. Quand le niveau de zoom ici était très éloigné, il a vraiment eu du mal aussi à reconnaître le jeu. Et là, on avait un fond à cet endroit-là qui n'était pas totalement uniforme. Et donc, il a réussi à reconnaître, mais c'était un petit peu moins pertinent quand on était sur un fond blanc. Voilà, donc nous, ensuite, on s'est dit: «Super intéressant, les services cognitifs, comment ça fonctionne?» sachant que Heger avait déjà, de son côté, dans le passé, créé, un modèle de données vraiment, pour le coup, statistique, qui, lui, permettait vraiment de faire, de la statistique pure sans, les services cognitifs. Donc on s'est dit: «Bah, on va essayer, de regarder les différences entre un modèle fait par, donc un data scientist», dans ce cas d'usage, hein, bien sûr, hein, je parle de la détection d'images. Dans ce cas d'usage, un modèle fait par un data scientist comparé à donc un modèle qu'on va utiliser des services cognitifs sur Azure. Donc le premier élément de comparaison, ça a été le temps de développement. Pour un modèle avec un data scientist, je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent, mais ça va prendre du temps. Il va falloir faire des itérations, c'est-à-dire qu'on va devoir tester notre modèle à plusieurs reprises, faire le code, etc. Donc on compte en semaines, en mois. Nous, sur ce projet, la partie service cognitif, on a mis 3 jours à la réaliser. Enfin, concrètement, c'est vraiment très peu. Après, bien sûr, ça va dépendre du nombre de photos qu'on doit étiqueter et si on le fait à la main ou si on le fait automatiquement. Donc, vous l'avez compris. Le deuxième critère, ça a été le niveau de data science requis. Parce que donc, à Eger, ils ont la chance d'avoir des data science, mais ce n'est pas le cas pour tous les industriels. Donc, effectivement, pour un modèle fait par un data scientist, il va forcément falloir un niveau de data science élevé. Par contre, pour l'utilisation des services cognitifs, c'est important d'avoir des bases, hein, de savoir ce que c'est finalement un modèle, qu'est-ce que c'est un réseau de neurones, qu'est-ce que c'est que de la détection d'images, mais c'est vraiment des bases. Comme vous avez pu le constater, il ne faut pas être hyper fort en code ou quoi que ce soit en Python pour développer, pour mettre en place ce genre de technologie. Heu, Sur la puissance de calcul, qui est requise, finalement, du côté, modèle, forcément, ça va être élevé, hein. On va devoir mettre des VM, des choses comme ça ou alors utiliser, Azure ML, des choses comme ça sont sur le cloud pour compute le modèle. Tandis que si on utilise les services cognitifs, pour le coup, c'est donc tout géré par le service cognitif. On n'a rien de plus, nous, à mettre en place. Voilà, sur ce qui est donc, les performances attendues sur le service, donc de Custom Vision, on a quand même des puissances de calcul qui sont, très élevées. On peut donc intégrer, autant d'images qu'on souhaite avoir, et tandis que sur Eger, effectivement, là, on a vraiment, avoir l'expérience du data scientist, on va effectivement avoir la puissance, mais ça va forcément dépendre, du serveur sur lequel on exécute notre, modèle de data science. Il faudra que, bien sûr, les données, elles soient parfaitement, donc organisées, triées et cetera.
sur ce qu'on a donc obtenu finalement comme performance au taux de bonne reconnaissance. Dans le modèle de data science qui avait été fait par Egger, on était sur du à peu près 80% de taux de bonne reconnaissance, sauf qu'on avait une petite contrainte, c'est pour que ce modèle ait ces taux-là, on devait en plus ajouter à la reconnaissance d'image le poids de la pièce. C'est-à-dire qu'on avait une double analyse qui était faite, à la fois on faisait la reconnaissance de la pièce et une fois qu'on avait la reconnaissance de la pièce, on ajoutait le poids de la pièce avec une petite balance qui était connectée pour détecter s'il s'agissait bien de telle ou telle pièce qui nous permettait de faire une classification. Tandis qu'avec Custom Vision, on était à plus de 90% de taux de bonne reconnaissance sur les pièces qu'on avait à disposition. Sur l'intégration dans une application, forcément sur les services cognitifs, c'est sur Azure, donc c'est très, très simple de l'intégrer comme on va le voir juste après, sur la Power Platform avec Power Apps par exemple. Tandis que si on est sur un modèle, du coup qui est vraiment data science, il va bien falloir, embarquer tout notre modèle, soit sur un service cloud de type Azure ML et cetera, soit il faudra bien embarquer ça dans du Docker ou quoi que ce soit. Donc on a une partie intégration qui est peut-être un peu, plus complexe sur, l'évolutivité du modèle. Là, pour le coup, c'est totalement géré par Microsoft. Donc, c'est-à-dire que le souci pour le Custom Vision, c'est que si Microsoft fait des évolutions sur le modèle sous-jacent et que ça diminue les performances de notre modèle, si on ne met pas une alerte, on ne sera pas au courant. Donc, il faudra bien gérer ces montées de version, etc., des modèles réalisés par Microsoft. Tandis que sur le modèle qui est géré chez nous, si on ne fait pas d'évolution, qu'on ne met pas de nouvelles photos, qu'on ne réentraîne pas, il n'y a pas d'évolutivité. Par contre, si jamais on met des nouvelles données en place, il va vraiment falloir retourner dans le code, etc. Pour les limites, notre dernier facteur de comparaison, on n'a pas vu de limite particulière donc sur la partie data science, du modèle data science. Seulement sur Custom Vision, là où on s'est confronté à quelque chose, c'est que dans un modèle, on peut avoir que 500 classes différentes. C'est-à-dire que je pouvais avoir seulement 500 types de pièces différentes. Et comme vous l'avez vu, on en a plus 5000. Donc, pour vous expliquer ce qu'on a mis en place, c'est des familles de pièces. Donc, c'est-à-dire qu'on a, il me semble 10 familles de pièces, donc qui permettent de positionner les références dans 10 modèles différents. Voilà. Ensuite, sur Power Apps, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, Power Apps, je ne sais pas si tout le monde a le même niveau d'information. Donc, c'est un service qui est totalement PaaS, donc Platform as a Services de chez Microsoft et qui permet donc à chacun d'entre nous de créer des applications pour des business cases particuliers en low code. C'est-à-dire qu'on a très peu de code, on a beaucoup de clics-boutons, c'est très user-friendly. C'est un outil qui est forcément collaboratif, parce qu'il a donc tous les outils de partage au sein de notre entreprise, à des collègues, etc. L'application, effectivement, est, elle, créative, donc on peut positionner plusieurs éléments. Vraiment, on a plein de choses, comme je vous le montrerai après. Après, forcément, ça a ses limites, on ne peut pas non plus tout faire. Et c'est connecté, et c'est le gros avantage, c'est que donc tous les types de connexions sont déjà à disposition pour les utilisateurs. Donc, si je vous montre, hop, un petit peu ce qu'on a fait pour l'application d'Upload. L'application d'Upload, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'objectif était vraiment de créer une application qui permettrait à l'utilisateur de prendre des photos dans l'usine et qu'elles soient automatiquement uploadées sur le service cognitif pour diminuer la perte de temps. Donc, le challenge, ça a été finalement de créer quelque chose d'automatique et de facile à utiliser pour l'administrateur et pour perdre le moins de temps possible au tag de photos et à l'entraînement. Donc concrètement, notre application d'Upload, si je vous montre un petit peu ça. Youp. Paf, paf, paf. En fait, je vais vous faire le partage avec mon téléphone, ce sera peut-être un petit peu mieux. Vous allez me dire si vous arrivez à voir mon écran. Une seconde. Comme ça, je vais vous faire la démonstration en direct avec l'application elle-même.
nickel, on voit bien. Ah, ça c'est parfait, la technologie est incroyable. Ouais, super. Je vais juste enlever ça. Oup. Alors, comment est-ce que je peux juste supprimer ça? Voilà. Donc, je vais vous faire la démonstration en réel donc, de comment fonctionne l'application. Donc là, on arrive sur notre application d'Upload. Dans un premier temps, on a un message informatif qui nous permet donc de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment marche cette application. Donc là, on lance l'application et je vais avoir donc voilà, l'appareil photo qui se lance, donc avec ma tasse qui est juste ici, et je viens, je vais venir prendre des photos sous tous les angles, de ma tasse que je veux envoyer donc à mon modèle de données qui est tasse. Donc, excusez-moi, je vais faire mes photos. Donc comme on a dit tout à l'heure, il en faut, minimum 8, donc je vais en prendre quelques-unes. Tac, je respecte pas toute la procédure que je vous ai dite, hein, mais bon, les tasses, c'est pas très compliqué à reconnaître pour le modèle. Donc je vais faire ça un peu rapidement. OK. Hop. J'essaie de la prendre sous différents angles. Voilà. Et une petite dernière. Voilà. Donc à cet endroit-là, j'ai pris mes 8 photos qui sont visibles donc, juste ici, hein, avec, qui nous permettent de nous rendre compte est-ce qu'elles nous conviennent toutes. Bon, pour le moment, moi, elles me conviennent, donc je vais les laisser comme ça. Comme je vous expliquais tout à l'heure, étant donné qu'on avait beaucoup, de types de pièces différents, on a dû faire des modèles différents, qu'on avait une limite à 500. Donc, nous, là, ici, on vient choisir, c'est le modèle tasse et je viens entrer une référence. Il y a une petite particularité ailleurs, c'est que donc toutes ces pièces doivent avoir une référence qui commence par un 8, puis un tiret et ensuite, 5 digits. Mais je vais essayer de pas mettre quelque chose que j'ai déjà mis. Tac. Je vais mettre 2, 4, 6, 8. Voilà, sauf que j'ai bien évidemment oublié de mettre le petit tiret. 5 digits. 9. OK. Donc voilà, une fois que j'ai saisi donc ma référence en bas, ensuite j'ai saisi mon modèle, je suis, à même d'envoyer les images. Donc pardonnez-moi, j'ai un réseau qui est pas très bon, donc en attendant que les photos s'envoient, je vais vous présenter un petit peu, l'application elle-même. Donc tac, je vais hop là, pas arrêter mon partage. Comment est-ce qu'on arrête le partage maintenant? C'est une très bonne question. Ah oui, je vais pouvoir hop. Voilà. J'avais arrêté la présentation. OK. Est-ce que vous êtes revenu sur, mon écran? Non, vous n'êtes pas revenu sur mon autre écran. Hop, tac, tac. Voilà. Là, ici, on est sur donc cette fameuse application d'Upload qu'on a paramétrée, nous, de notre côté. Donc là, on se retrouve sur Power Apps, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on a la possibilité de venir ajouter autant d'écrans à notre application, qu'on le souhaite. Typiquement, là, je veux un nouvel écran dans mon application. Je peux créer un écran, totalement vierge et derrière, si j'ouvre ici un petit peu mes composantes, j'ai donc la possibilité de venir customiser cet écran. Typiquement, je veux qu'il soit bleu, j'aurai donc cet écran bleu. J'ai la possibilité de venir insérer des éléments. Donc à l'intérieur de ça, j'ai plusieurs choses. Typiquement, si je veux venir ajouter, un texte, typiquement ici pour dire que c'est, mon écran, j'ajoute écran concrètement, hein. C'est vraiment très basique. Ensuite, je peux venir ajouter, un bouton, et de ce bouton, à l'intérieur, je vais pouvoir lui définir, plein de fonctionnalités pour que, par exemple, il switch sur une autre page, qu'il m'ouvre vraiment qui lance un processus. Donc là, quand vous avez vu l'appareil photo, nous, on a utilisé un bouton, qui nous permettait de prendre une photo. Donc si on revient juste là, heu,
hop, on a le bouton ici qui permet de prendre la photo. On retrouve vraiment à chaque fois tous nos éléments qu'on a positionnés sur notre graphique, sur notre page pour que ça construise notre application. Donc on est sur quelque chose qui est quand même très user-friendly. OK? Je regarde juste si en parallèle mes petites, ah oui, ça c'est bon, ça m'a déconnecté. Pouf. Se sont envoyés. Bon, je vais continuer à vous présenter. Donc, on a créé cette page donc d'upload qui permet, donc, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment d'envoyer les images. Et ensuite, on a créé la page donc historique qui, elle, vient nous afficher l'historique des photos uploadées. Donc, on va avoir un rappel de la classe, un nombre d'images prises et un nombre d'images qui a effectivement bien été envoyé parce qu'il se veut que quand on a des connectivités réseau qui ne sont pas très bonnes ou bah, n'importe quoi qui puisse se passer, ça puisse bah, couper le réseau et donc effectivement, on a le sentiment d'avoir pris, 8 photos différentes mais qui n'ont pas forcément pu être envoyées. Donc on a vraiment, mis en place, cette fonctionnalité-là ici, qui permettra justement de détecter si elles ont bien été envoyées. Voilà pour l'application d'Upload. Sur l'application, de reconnaissance donc, si on l'ouvre juste ici, je vais pouvoir vous faire la démo avec, ma pièce qui vient de s'envoyer. Donc je ne vais pas réentraîner le modèle, hein, parce que je l'ai déjà fait, ce matin avec cette même tasse, donc il a déjà vu cette tasse-là. Donc je vais vous faire la présentation de la seconde app qui permet elle, de faire la reconnaissance avec une image donnée. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Ça, c'est dommage. Youp. Bon, tant pis, excusez-moi, j'ai plus du tout de batterie sur mon téléphone, donc je peux pas vous faire la démonstration de l'app de prédiction. Je vais vous la montrer comme ça, je suis désolée. Donc, l'app de prédiction qui est juste ici, je vous la montre. C'est pas comme ça que je voulais vous la montrer. Tic, tic. Petite seconde. Donc là, on se retrouve donc sur notre app de prédiction, juste ici, où on a la possibilité de venir, hop, lancer, l'application comme sur l'autre avec un message d'information. On lance l'application, on se retrouve donc avec notre appareil photo, où on va pouvoir venir prendre la photo de notre pièce inconnue. On lui indique que cette pièce fait partie de la famille TAS et on lance la prédiction. Une fois qu'on a lancé la prédiction, je vais peut-être pouvoir essayer de le faire avec les moyens du bord et ma webcam si ça peut. Ah non, je peux pas, c'est pas le bon écran. Bon, je suis désolée. Normalement, quand on lance la prédiction, ensuite on a le top des pièces, les pièces reconnues avec le pourcentage. Voilà et ensuite, une fois qu'on a, ces pièces, le top 10 des pièces, on a la possibilité d'accéder à donc toutes, nos images. Je suis désolée, mon iPhone est en train de se rallumer. Hop. Et donc ici, on va voir la photo qui a été prise donc pendant, pendant notre reconnaissance et à l'intérieur, d'autres photos pour que l'utilisateur puisse se dire, que c'est bien celle-ci ou si ce n'est pas celle-ci. Voilà, si je reviens donc rapidement à ma présentation, hop, 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 je vous ai présenté l'application. Donc sur la reconnaissance, ça m'a fait perdre le fil pour ce problème de téléphone, j'en suis désolée. Sur l'application de reconnaissance, comme je vous le disais, l'objectif, c'était bien de prendre la photo d'une pièce, de lancer la reconnaissance, de cette pièce et ensuite d'obtenir le top 5 des meilleures prédictions en prenant la première qui est, obligatoirement plus de 80. On a la possibilité aussi de visionner d'autres photos du jeu de données, pour vérifier que c'est bien, la bonne pièce. Et donc vraiment le challenge, ça a été, de lancer la prédiction à travers la Power Apps et donc, de restituer, les résultats, proprement quoi, concrètement. Voilà, donc finalement, comment ça se passe? C'est notre Power Apps qui interagit à la fois avec le service cognitif et qui interagit
à la fois avec, notre compte de stockage où sont stockées toutes les photos. C'est-à-dire qu'on demande à la Power à travers la Power Apps au service de cognitif de reconnaître la photo et on demande à travers, la Power Apps de reconnaître, de nous renvoyer la liste des photos qui est, elle, stockée sur le compte de stockage. Donc, bah, dans Power Apps, qu'est-ce que c'est? C'est des connecteurs personnalisés et c'est, donc, une Azure Function en Python qui permet, de réaliser tout ce travail. C'est effectivement quelque chose qui est totalement, bah, transparent pour l'utilisateur, hein. L'utilisateur, lui, il prend sa photo et il lance, les prédictions et les automatisations. Voilà, donc ça, c'est notre fameuse application où on a, l'application de reconnaissance. J'avais la chance, j'ai quand même fait quelques screenshots. Donc une fois qu'on a pris notre photo et qu'on a lancé les prédictions, on va avoir, nos images, de pièces, les meilleurs taux de reconnaissance de pièces, donc voilà. Et une fois qu'on arrive dessus, on peut cliquer et on a les autres pièces pour décider si c'est bien celle-ci. Donc c'est quand même, assez, intuitif. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous faire la démonstration de la reconnaissance en direct, avec mon téléphone. J'espère que quand même, bah, ça vous a intéressé et je suis disponible si vous avez des questions. C'était très bien, très intéressant. Il y a une question, dans le chat. Dans AI Builder, est-ce qu'il y a moyen il y a maintenant un modèle de reconnaissance d'image. Oui, effectivement, on a fait ça, avant et pour le coup, on a préféré directement interfacer avec Azure, de notre côté, et puis avoir quand même la liberté de pouvoir choisir, de déposer nos fichiers sur un compte de stockage, vraiment avec beaucoup plus de liberté. Voilà et aussi le pricing qui est quand même, bah, assez différent. Très bien. Bon, je vais arrêter l'enregistrement alors, merci à tous. OK. Merci à